Le vécu quotidien de Marie-Louise Eteki est la lutte perpétuelle pour un espace tout au moins vital et acceptable pour les citoyennes et citoyens camerounais. Difficile de trouver dans le contexte africain et même camerounais une femme qui défend des idéaux politiques de façon à y consacrer toute une vie, une carrière. Marie-Louise Eteki Otabela avait été préparée à cela. Monsieur Hubert Otabela, son père, intéressé déjà à l'époque par la manière dont le pays était géré, que certains qualifient de violente, Marie-Louise Eteki a un background assez impressionnant. Docteur en sciences politiques, elle a pour titre sociologue-politologue. Avec de tels atouts, Marie-Louise Eteki a choisi comme outil de défense de ses valeurs l'écriture. De totalitarisme en Afrique à misère et grandeur de la démocratie au Cameroun, en passant par Sujet tabou devenu l'alternative, le contenu de ses œuvres exprime sa vision du régime qui pour le mieux conviendrait au Cameroun. Elle est l'initiatrice du 3e parti politique dirigé par une femme au Cameroun. C'est-à-dire la coordination des forces alternatives. Donc, le programme de la CEPA, c'est que nous voulons la libération du peuple camerounais à 3 niveaux. Sur le plan politique, nous voulons libérer l'État au Cameroun du totalitarisme, c'est-à-dire nous voulons changer la nature du régime politique au Cameroun. Sur le plan économique, l'objectif de la CFA, c'est que nous voulons libérer notre économie de l'emprise impérialiste, que le bien-être des Camerounais devienne la préoccupation fondamentale de nos politiques, et en tout cas, c'est la préoccupation fondamentale qui est au centre de notre programme. Le 3e aspect de cette libération du peuple camerounais, c'est au niveau de notre société. Ce que nous voulons, c'est sortir les Camerounais des tribus. Lutte de Marie-Louise Eteki ne s'arrête pas au niveau des partis politiques. Mais elle a commencé par s'intéresser au sort réservé à la gente féminine dans le régime. En 1982, avec la création du collectif des femmes pour le renouveau, le CFR, elle et ses amies féministes marquent l'opinion nationale avec un discours original sur la condition féminine. C'est ainsi que la Journée internationale de la femme pour le compte du Cameroun voit le jour. Aujourd'hui, le concept est plus accentué. L'appel des femmes est lancé aux candidates et candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2004 et cela s'appelle le CRI. Les questions des femmes, si on prend par exemple la question de la violence, ne peuvent pas vraiment trouver de solution uniquement au niveau des associations de femmes. Dans les associations de femmes, même féministes, on peut amener à un certain mieux-être, mais on peut pas véritablement trouver des solutions à tous les maux dont les femmes souffrent et qui constituent ce que nous on a appelé le conditionnement des femmes. Bon, alors nous avons pensé qu'il fallait que les femmes s'impliquent un peu plus en politique. Des femmes engagées en politique viennent de lancer l'appel des femmes aux futurs candidats aux élections présidentielles. Et cet appel a proposé 12 points sur des questions que nous considérons comme des questions prioritaires et nous voulons sensibiliser l'opinion nationale et international là-dessus pour dire que nous voulons dans un premier temps recueillir le maximum de signatures pour que ça ne soit pas perçu comme juste l'appel de quelques femmes engagées en politique, pour que les femmes reconnaissent vraiment que c'est ça qui pourrait amener un changement qualitatif dans leur vie. Le présent appel est un cri. Au regard du poids de vote de 51% de la population que nous représentons, invitons tout et toute candidate, indépendamment de son statut, de sa formation politique, qui tient à s'assurer le soutien des femmes à l'élection présidentielle de 2004, à proposer un programme politique intégrant les points suivants. Premier point. Les femmes camerounaises veulent l'alternance des hommes et des femmes dans la hiérarchie des pouvoirs du pays. À 67 ans, Marie-Louise Otabela est une maman comblée de 3 enfants et grand-mère de 8 petits-fils. Mariée à René Eteki depuis 1968, elle est aujourd'hui la présidente de la coordination des forces alternatives, un parti politique légalisé en 1997. Elle rentre dans l'histoire du Cameroun comme la toute première femme à avoir posé sa candidature pour le poste de président de la République. Mais en 2004,
Sa candidature est rejetée, un rejet qu'elle considère alors comme un affront en publiant dans la foulée son deuxième livre, Cameroun, le face-à-face manqué, dans lequel elle explique que sa candidature a fait peur au président Biya. Un livre publié quelques années après deux autres ouvrages, Misère et grandeur de la démocratie au Cameroun en 1987 et Le totalitarisme des États africains, le cas du Cameroun en 2001. Féministe convaincue, Marie-Louise Eteki Otabela lance en 2007 l'opération 100 femmes au Parlement. Elle propose alors que cette instance soit majoritairement constituée de femmes. Car pour elle, la femme africaine n'a pas de problème de développement selon une tribune qu'elle publie en 1994. Titulaire d'un PhD en sciences politiques obtenu à l'Université de Montréal au Canada, Marie-Louise Otabela est une fille d'un haut cadre de l'administration et donc élevée à l'abri du besoin. Mais elle n'a jamais caché son militantisme pour la cause des défavorisés. Elle fait d'ailleurs partie des étudiants descendus dans la rue en France en mai 68 contre les affres du capitalisme et de l'impérialisme. L'année 1969 marque le premier retour dans son pays qu'elle avait quitté 10 ans plus tôt pour la France. En 1989, dépitée par le changement qui n'arrive toujours pas, elle s'envole avec sa famille pour le Canada, où elle restera en exil pour, dit-elle, prendre un peu de recul. 2 ans plus tard, un coup de fil de sa sœur lui expliquant que les gens étaient descendus dans les rues lui fait comprendre que l'histoire se joue sur place au pays, et c'est ainsi qu'en 1992, elle rentre définitivement au Cameroun, où elle continue sa lutte au sein de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, avant de créer quelques années plus tard la Coordination des forces alternatives. Un parti avec lequel elle va tenter à nouveau de se présenter à l'élection présidentielle en 2007, une élection qu'elle choisit ensuite de boycotter en 2011, estimant que les conditions minimales administratives n'étaient pas remplies pour une échéance équitable. Une femme de caractère qui ne s'avoue presque jamais vaincue selon ses proches, 2 combats guident le quotidien actuel de Marie-Louise Eteki Otabela, faire comprendre d'abord aux politiques qu'aucun développement n'est possible dans un pays sans l'élaboration d'une politique du genre basée sur l'équité. L'autre combat, c'est celui de rassembler les peuples camerounais, un projet qu'elle pilote depuis 2008 et qu'elle présente aujourd'hui comme l'alternative absolue pour sortir du régime Biya qu'elle qualifie de totalitaire. Bonsoir. Cela fait déjà 5 ans. Le contexte s'y prête. En cette fin octobre 2009, s'amorce le dernier quart de parcours du 2e septennat du président Paul Biya à la tête du Cameroun. Où en est-on avec les grandes ambitions? C'est, vous l'avez compris, la trame de cette 44e livraison de Par ici le débat, dont les débatteurs, vous allez le voir, ne sont pas des premiers venus. Marie-Louise Eteki, la dame qui ne cache plus, depuis 2004, son ambition de devenir président de la République. Si sa candidature n'avait pas connu de fin de non-recevoir au motif qu'elle était incomplète, Madame Eteki aurait alors sollicité le vote des Camerounais pour la plus haute fonction de l'État. Politologue et sociologue, elle utilise la science qu'elle a apprise et qu'elle enseigne désormais sur la scène politique nationale. En 1987, elle décrivait la misère et la grandeur de la démocratie au Cameroun dans un livre décapant. L'auteur de Face à face manqué, un autre de ses ouvrages, est présidente de la coordination des forces alternatives, son parti politique. C'est le regard d'en face sur la mise en œuvre des grandes ambitions dans cette édition de Par ici le débat. Marie-Louise Eteki. Charles, merci que tu m'as invité. C'est chaque fois un plaisir d'être prise en considération. Et c'est pas toujours facile, comme on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, d'amener le regard d'en face. Donc moi, je suis là ce soir pour dire que les grandes ambitions, quelqu'un a dit que c'est un slogan politique. J'étais hier avec une vingtaine de jeunes et je vais tâcher là ce soir de vraiment rapporter ce que ces jeunes gens m'ont dit. Pour eux, nous sommes en plein dans une dérive qui peut nous mener droit au mur. Et j'espère... Charles, j'ai peur que si nous démarrons le débat sur la base des critiques, hein, sur la base de ce qu'on dit, nous n'allons pas... Madame le maire, laissez Je voudrais- Marie-Louise aller au bout de sa pensée, s'il vous plaît.
D'accord. Marie-Louise Eteki a la parole. Merci, Alors, qu'est-ce que vous Charles. en avez retenu? Vraiment, en un mot, nous sommes en train de planter un peu le décor. Ce que j'ai retenu, c'est C'est que le slogan. j'avais en face de moi hier soir 20 jeunes gens, Oui, dont un est dans cette salle. Et oui. ces 20 jeunes C'est gens celui qui est à m'ont votre dit, droite? non, il est de Douala, celui-ci, mais il est dans la salle, avec Bon. 300 messages que m'ont envoyé des jeunes Camerounais du Cameroun. Et que disent ces d'Afrique et du messages monde par entier. rapport aux grandes ambitions? Ces messages disent que nous allons droit au mur. Et vous les croyez? Je ne les crois pas, Charles. J'expérimente cette sensation et ce sentiment tous les jours dans mon activité politique. Donc moi, je suis là ce soir pour dire que je ne sais pas s'il y a eu jamais réellement de grandes ambitions, mais que moi, je suis du côté où les gens ont une grande ambition, c'est de libérer le peuple camerounais. Quelle est pour vous l'illustration de cette dérive qui nous conduirait droit dans le mur, comme vous dites? Écoute, Charles, ce matin, j'ai appris que le directeur de la SONEL a démissionné. La SONEL, c'est l'énergie. L'énergie, c'est symbolique. L'énergie, c'est la jeunesse. C'est pour ça que moi, hier soir, je suis allée prendre le pouls chez ces jeunes gens. L'énergie, c'est la jeunesse et c'est l'avenir d'un pays. Donc, quand des jeunes gens vous disent qu'on n'a plus d'énergie, on reste chez nous parce qu'on n'a pas d'avenir, j'avoue que les gens, l'opinion et les forces politiques que je représente ici ce soir, nous sommes très inquiets. Marie-Louise Eteki Otabella, la femme qui aurait pu être présidente du Cameroun. Le cocon familial est si important pour cette femme de tête qui allie allègrement militantisme féministe et valeurs familiales. Dans leur restaurant, la tablée habituelle est un moment précieux pour elle et sa famille. Son mari, un épicurien chef traditionnel des Sawa, importante ethnie de Douala. Entre Marie-Louise et René, une union de 50 ans, comme l'âge de l'indépendance du Cameroun, ce Cameroun tellement au cœur. Au Cameroun, nous tenons beaucoup à exprimer dans un pays qu'on disait que le noir n'avait pas d'âme et il peut pas avoir une cuisine s'il n'a pas d'âme. C'est pas possible. Donc, je tiens beaucoup à ce que l'expression de cette cuisine-là et que cette cuisine-là soit adoptée par d'autres que nous, par nous-mêmes, et que cette reconnaissance prouve bien que c'est pas que nous sommes des êtres supérieurs, mais nous sommes des êtres au moins humains. Cette reconnaissance, la femme de fer, comme la surnomment les Camerounais, elle la veut, elle, renaissance du Cameroun. Un autre Cameroun, le Cameroun que nous voulons, aime-t-elle à dire, et ne lui posez jamais la question de savoir sa région natale, celle qui est issue de la tribu Béti, littéralement les vrais gens, dans la région nord de Yaoundé, vous dédaignera presque. C'est aussi par l'ethnicisme que le colon s'est imposé, rétorque cet africaniste, jusqu'aux os. Nous ne sommes pas vraiment un pays indépendant. On nous a trompés avec une fausse indépendance. Donc, nous sommes un pays sous tutelle. Et la France nous a donné juste un régime politique pour dire que vous pouvez avoir les institutions que vous voulez, mais la France continue à tout diriger au Cameroun. Donc, nous disons que on ne devient pas indépendant par le décret d'un autre pays. Et le Cameroun, l'État au Cameroun a été créé en 1957 par un décret français. Les peuples camerounais doivent se réasseoir et décider ensemble comment nous voulons que notre pays soit gouverné. Donc, nous avons appelé ce projet l'Assemblée des peuples camerounais. Donc, c'est ce Cameroun souverain, démocratique et une société, un Cameroun féminin pluriel, c'est-à-dire à la base des valeurs féminines. Alors, c'est ce Cameroun que nous voulons et c'est pour ça que le sous-titre de ce livre, l'Assemblée des peuples camerounais, c'est le Cameroun que nous voulons. Paru en 2009 en France, ce livre phare surpasse le diagnostic simple et classique de sa société qu'elle désigne toujours par peuple camerounais pour faire tout un procès sur la propension du régime post-indépendance à faire du tribalisme son mode de fonctionnement de base. Tout est tribalisé, toute notre vie est bloquée au stade primaire de la tribu, écrit alors Marie-Louise Eteki Otabella.
Tout un symbole, le comptoir colonial qu'elle gère avec René, son époux. Le cas est volontairement debout, jamais courbé, comme le Cameroun qu'elle veut. Une vie de lutte qui n'est guère facile pour cette militante infatigable qui porte toutes les souffrances de son peuple comme on porte ce qu'on aime dans son cœur. Entre vie de famille et combat, toute son écriture est vouée à une littérature militante dans le droit chemin du nationalisme camerounais des années 40. Et s'il ne mourait pas? Son combat politique pour un État camerounais qu'elle veut juste, elle le puise aussi de sa grand-mère, avant même d'être inspirée par le féminisme de Simone de Beauvoir, son maître penseur au féminin, dirait Marie-Louise Eteki Otabella. France qui empêche qu'il y ait ça qu'il s'est enfui au Canada où il a été. Collectif des femmes pour la Révolution, mouvement qu'elle crée en 1984, grandira pour devenir en 2003 le cri de femmes, le CFD, mais pas seulement. La coordination des forces alternatives, la CFA, parti politique féministe qu'elle crée en 2004, autant d'instruments de lutte qui l'unissent à ses compatriotes. Madame Eteki, c'est une femme qui veut faire entendre le cri de la femme, qui appelle la femme à participer au travail de sa cité. Madame Eteki veut que la femme ne soit pas celle qui se limite aux applaudissements, au folklore, aux danses, mais elle veut que la femme soit celle qui participe avec des idées au travail, à l'évolution du pays, de son pays, le Cameroun. Le Cameroun, où Marie-Louise se présente comme candidate à l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'une femme prétend au règne de son pays. Sa candidature est rejetée. Les roues de ma voiture. C'est de l'injustice. J'étais franchement dégoûté. C'est l'injustice. Je crois que la Déclaration universelle des droits de l'homme et notre Constitution à nous dit que toute personne a le droit de participer à la gestion des affaires de la cité. Il n'y a pas de raison. Que ce soit contre une femme en plus, c'est encore plus répressif. Il y a tant d'injustices comme ça et nous sommes contre, nous refusons cela. Et ça fait partie de la plateforme que nous avons avec la CFA, avec Marie-Louise Eteki et ses camarades de son parti. Nous refusons cela. Ce crabe rouge devienne vraiment dans les mois... Un refus actif. 2013 ne doit vraiment pas finir sans qu'il se passe quelque chose, insiste Marie-Louise. Et c'est l'objet de cette réunion, le crabe rouge. C'est l'emblème par lequel l'alternative de Marie-Louise doit aboutir par la voie pacifique à l'Assemblée des peuples camerounais. Une constituante pour un Cameroun nouveau. Parce que le qui veut quoi? C'est une femme que j'ai appris beaucoup à travers elle, qui rassemble. À partir de ce canton, elle voudrait encore rassembler ceux qui veulent vraiment un changement pour le Cameroun et enfin pour l'Afrique. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons notre souveraineté. Et à partir de cette souveraineté, on a besoin de tous ceux qui pensent comme nous. De se reconnaître à partir de ce carton rouge. Aujourd'hui, l'Union européenne est là avec les fausses monnaies pour piller encore l'Afrique. Hein. On ne sait jamais opposer à leur façon de faire, mais que les colons nous laissent en paix, gérer notre Afrique comme on entend. Bonjour, bonjour. Je dois vous regarder. Le rôle qu'elle a joué pour toujours essayer de défendre les droits des Camerounais, des Africains, les livres qu'elle a écrits. Pour moi, je pense que c'est l'essentiel. Bon, peut-être que pour elle, l'aboutissement, ça serait la présidente de la République, mais je pense qu'on peut faire des tas de choses au Cameroun sans être forcément ministre, sans être seulement président de la République. Voilà, moi, c'est ma position. Donc, disons que si elle avait eu un poste de responsabilité politique, je pense qu'elle aurait été comme elle est dans la vie, c'est-à-dire intègre, l'amour des autres, le partage, la famille. Je sais pas comment elle aurait géré ça. Voilà. Celle qui a puisé son énergie de son aïeul veille soigneusement, amoureusement sur sa descendance. La petite Morgane sera-t-elle à l'image de sa grand-mère?
Moi, j'ai 3 enfants. Ils ont fait des études, mais aucun ne peut travailler dans une structure ici au Cameroun. Entreprise, administration, ils peuvent pas. Parce que c'est les enfants de Madame Eteki, c'est les enfants de Monsieur Eteki. Donc, ils sont obligés d'essayer de faire leurs propres affaires, tout ça. Du profond terroir du Cameroun, reflet de longs combats, Marie-Louise ne s'en démarquera pas. Mais un artiste qui revient un bon matin, il décide de faire quelque chose, de reproduire quelque chose. Ouais, tel qu'il sent, ce qu'il sent lui, comment il sent les choses. Les choses, voilà. Nous sommes lundi 30 septembre 2013. Jour spécialement férié pour les Camerounais qui auront eu un long week-end. Près de 6 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants aux municipalités et à l'Assemblée nationale. Une supercherie pour Marie-Louise Eteki Otabella, un devoir national pour ceux qui vont aux urnes. Et ça fait partie de mon devoir et je participe aussi à l'évolution de mon pays. Je décide aussi pour les gens qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale et dans les communes. L'ancienne candidate au présidentiel de 2004 a appelé à un boycott massif de cet événement quinquennal. Marie-Louise devra compter avec beaucoup de femmes. Une femme présidente, c'est pas trop, ça ne passe pas trop dans ma tête. Parce que moi, je pense qu'on doit partir, nous devons partir à partir de la Bible. La Bible. La Bible a dit que Dieu a créé l'homme. Il a pris la terre, il a créé l'homme. Mais Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Ça veut dire que l'homme a un plus par rapport à la femme. Une opinion qui révoltera à coup sûr Marie-Louise. Il y a du chemin à faire. Nous disons d'abord qu'il n'y a pas vraiment d'élection dans un État sous tutelle. Tout ça, c'est une mascarade politique pour distraire la galerie, faire semblant qu'il y a des élections au Cameroun. Mais au Cameroun, on ne sait même pas combien d'électeurs il y a. On crée des circonscriptions électorales à la volonté du président, à la tête du président. Nous avons été déjà une fois pour juste que le peuple camerounais voit qu'il y a une autre façon, un autre discours sur notre réalité. Et nous avons sillonné le pays pour faire entendre cet autre discours-là. On a décidé qu'on boycotte leurs élections parce que c'est des fausses élections. Et nous attendons l'Assemblée des peuples camerounais pour décider ensemble de comment nous voulons vivre dans ce pays. Je fais partie des gens qui disent que ce n'est pas normal que nous ayons un si beau pays, un pays si riche, et qu'il n'y a qu'une petite minorité qui profite de cette richesse et de cette beauté. Ainsi parle et écrit Marie-Louise Eteki Otabella. Je veux d'abord peut-être dire bonsoir à vos téléspectateurs et remercier aussi votre télévision de me recevoir en fin d'année. Je pense que c'est une bonne occasion pour conclure un peu tous ces débats que nous avons menés tout au long de cette année. Bon, actuellement, le débat sur la Constitution, vous savez, bon, moi je suis évidemment, vous m'avez présenté comme une femme politique, mais je dois quand même rappeler aussi que je suis une femme politique qui pense la politique avant de la faire, avant d'agiter les hommes et les idées, avant de tenter de mobiliser les femmes. Donc, nous avons toujours proposé toutes ces actions après avoir mûrement réfléchi et pensé à la situation dans notre pays. Oui, voilà, moi je n'apprends rien aux Camerounais. Nous savons tous que l'indépendance de notre État a été proclamée en 1er janvier 1960. Donc ce que je rappelle simplement dans ces livres et d'autres qui ont suivi, c'est de dire que la décision qui institue un État au Cameroun, un État indépendant, c'est un décret d'un État étranger. Le décret de 57, décret 501 du gouvernement français. Mais ratifié tout de même par l'ONU. Disons que les nationalistes qui se sont battus pour l'indépendance de leur pays sont allés à l'ONU
pour essayer d'obtenir qu'il y ait une consultation générale du peuple camerounais, comme c'était prescrit dans la constitution même des Nations Unies. Et le Cameroun et le Togo étant des pays sous tutelle, donc ces pays devaient accéder à l'indépendance après consultation de leur peuple. Et ce peuple-là, quand on dit que un peuple est un peuple souverain, quand un peuple donc est libéré de la tutelle coloniale, le peuple camerounais devait être consulté et devait statuer sur quel État nous voulons, comment cet État doit être organisé. Les colons qui dirigeaient notre pays à l'époque ont dit, ça ne sert à rien qu'il y ait cette consultation générale. Nous maîtrisons bien la situation au Cameroun, et donc nous allons décider d'accorder l'indépendance au Cameroun. Voilà comment le décret français, le décret 501 comme nous l'appelons habituellement, a décidé de créer un État au Cameroun. Et ce décret a été ensuite promulgué par une ordonnance française, et c'est simplement après cette ordonnance française que le monsieur Ahidjo est venu proclamer l'État au Cameroun. Donc, il n'y a pas de constitution. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'État au Cameroun, il n'y a pas de constitution, et c'est depuis que nous essayons de colmater tout ça, de diriger un pays comme ça. Moi, je dois dire que la plupart des pays aujourd'hui qui forment l'Organisation des Nations Unies ne sont pas des États décrétés par un décret d'un État étranger. Donc pour nous, qui résistons à ce régime depuis sa mise en place, nous avons là un problème fondamental. Et c'est de ce problème fondamental que résultent la plupart de nos problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, comme nous le constatons tous depuis 50 ans pratiquement. Il n'y a pas d'État. Et bon, on pensait donc que nos pays nous attendaient, nous faisaient confiance pour qu'on puisse les développer et aider les autres aussi. Mais on s'est rendu compte que on nous attendait pas pour ça. On nous attendait pour que politiquement on soit soumis. Parce que pourquoi on voulait pas, c'est après qu'on a compris pourquoi on voulait pas que les jeunes Camerounais travaillent en France. Parce que quand ils travaillent en France, ils ont une certaine indépendance. Cette indépendance matérielle, c'est mental, l'esprit, tout le reste. Et ces gens-là embêtaient les pouvoirs africains. Ils pouvaient pas les menacer comme ici, en disant que si tu ne fais pas ça, tu trouveras pas de boulot, on te donne pas de boulot, ton enfant n'ira pas à l'école, et ceci. Donc cette indépendance menaçait les pouvoirs africains, qui ne rêvaient que d'une seule chose, de coloniser l'Afrique, comme l'Afrique a été colonisée par l'Occident. Voilà à peu près une des raisons pour lesquelles on a décidé quand même de rentrer ici. Nous sommes rentrés ici, on n'a pas vu des éléments qui venaient travailler chez eux et développer leur pays. On a vu des éléments dangereux, puis moins influencés par la gauche, parce qu'à l'époque, c'était les indépendances, il y avait la guerre froide, le monde occidental, le monde les pays de l'Est et tout, qui soutenaient un peu les luttes africaines. Donc, on voyait juste les personnes dangereuses pour l'équilibre, un peu impérialiste et un peu ce qu'on appelle néocolonialiste de nos pouvoirs. Cela étant, on a travaillé, on a montré qu'on pouvait travailler, on savait travailler. Quand je suis arrivé, j'ai été salarié dans l'administration 13 jours, parce que quand je travaillais en France déjà à l'époque, pour donner des chiffres, quand je travaillais comme jeune ingénieur, je gagnais l'équivalent d'1,8 million à peu près, 2 millions par mois. C'était les années 70, 69, 70. Quand j'arrive chez moi, je suis cadre supérieur à l'administration, A2, on disait à l'époque. Quand on me dit, vous allez travailler là, on m'a dit, l'aéronautique civile, on voulait créer Cameroun Airlines, et puis l'aéronautique civile, il y avait monsieur Jean Kepo, je me souviens de son nom encore, qui était directeur, mais qui n'était pas vraiment ingénieur et d'autres. Quand on veut travailler, on demande enfin, au Cameroun, on ne demande pas combien vous voulez être payé. On dit, bon, vous êtes à 2, donc vous payez tant. Quand j'ai osé demander au ministre de l'époque de la fonction publique, bon, combien on va me payer? De non, l'argent n'a pas d'importance. Peut-être 80 000, 88, vous aurez aussi 20% de logement et tout. Bon, pour quelqu'un qui vient de gagner 1,8 million jeunes d'ingénieurs, on vous dit 88 000 ou 100 000, ça vous fait vraiment drôle. J'ai été mal élevé, je me suis levé de son bureau alors que je devais aller signer le contrat
comme fonctionnaire, parce qu'il y avait à l'époque des agents contractuels fonctionnaires, et dans le bureau en face, je me suis levé, j'ai presque claqué sa porte, où il aurait pu me faire arrêter à l'époque. Qu'est-ce que ça vous a valu? Ça a valu que on m'a retiré mon passeport et un certain nombre de choses, et que je pouvais pas repartir du Cameroun, et que j'étais obligé de rester là au chômage. Je viens gentiment au pouvoir. En plus, moi, j'ai pas une bourse camerounaise. On peut pas dire que comment le Cameroun a donné la bourse, vous pouvez pas travailler à fonction publique. Donc, j'avais pas ce genre d'obligation. Et donc, au bout d'un moment, donc j'ai travaillé dans 13 jours comme ça avant de signer. Au bout d'un moment, je vais chez mon père à Daïlo, en disant que bon, papa, on va manger macabo ensemble, ou tout ce qu'on veut. S'il y a un peu à nettoyer à la maison, je travaille, et puis je vois ce que je fais, je vends des bananes, si on veut. Bon, il y avait un journal à l'époque, mon nom sortait régulièrement, M. René Eteki, ingénieur électronicien, est appelé pour un fait concernant à la présidence ou à la fonction publique. Parce qu'en plus, la présidence m'avait trouvé un poste. Quand je venais au Cameroun, j'avais un contrat de IBM. J'avais passé des tests là-bas, j'étais l'un des meilleurs à Paris. J'ai dit, je vais passer au Cameroun 8 mois avant de retourner travailler là-bas. Quand j'arrive ici, le blanc qui était directeur d'IBM, que je venais de remplacer, il a envoyé un message à Paris que nous avons comme seul client actuellement de nos ordinateurs qui étaient à l'époque grandes comme une maison, la présidente de la République, et qui nous dit que il faut nous trouver des cadres africains, on cherche du personnel. Donc si on leur dit qu'il y a un grand cadre camerounais dans un secteur qui travaille chez nous, ou le mettre chez eux, les marchands vont les perdre. Voilà pourquoi Paris, en France, on peut pas faire ça. Mais il s'est dit, oui, c'est vrai que nous avons un marché là-bas, on va pas le perdre, parce que nous voulons garder Eteki. Donc, tout ça, c'est des anecdotes, mais qui doivent amener à une certaine compréhension de la chose, la philosophie, l'ambiance des pots. Les difficultés qu'on avait. Maintenant, vous avez les difficultés de chômage. Nous, on avait les difficultés de contrôle. Le contrôle pour le Cameroun, le pouvoir camerounais, était plus important que ce qu'on apportait, le développement du Cameroun. Yaoundé fraloune pour mom. Sugeno goudi tanto nyibise boule. Do madame Galabou. Et par rapport au chômage aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous comme ingénieur, comme technicien? Oui, mais ça, je suis plus retraité maintenant que... Oui, mais le retraité regarde... Donc, je vais vous proposer une expérience. Ouais. C'est pour ça que je suppose que votre émission a une importance. Parce que c'est quand on voit que un Camerounais, un nègre moyen, normal, peut faire des choses dans son pays et ailleurs, qu'on pense que la situation n'est pas désespérée. C'est parce qu'on pense que vous pouvez monter des émissions comme la vôtre. Parce qu'il n'y a pas une émission tout simplement, c'est pas un magazine. C'est une émission pour donner de l'espoir aux jeunes Camerounais en prenant des exemples, des bons, des mauvais, pour savoir que c'est une personne ordinaire qui peut faire des grandes choses comme partout dans le monde. Au moment où le Cameroun célèbre en grande pompe ses 50 ans d'indépendance, l'initiative Peuple camerounais a les allures d'un tribunal de l'histoire. À la tribune ce jour-là, à Douala, les orateurs dénoncent la manière dont le pays a accédé à l'indépendance. Ils accusent la France d'avoir éliminé les leaders nationalistes camerounais et instauré en 1960 un État qui défend ses intérêts. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que 50 ans, ça suffit. Ça ne peut plus continuer. C'est la première fois que les Camerounais sont rassemblés là ce matin pour dire nous voulons que notre pays nous appartienne. Nous voulons décider de comment notre pays doit être gouverné. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse organisée en l'honneur de Madame Simone Eivé Gbagbo. En introduction, je vais laisser la parole à Madame Marie-Louise Eteki Otabela, qui est professeure, femme politique et militante panafricaine, membre du comité de libération de Simone Eivé Gbagbo.
Madame Eteki Otabela, vous avez la parole. Oui, donc beaucoup de gens me demandent la question qui vient à l'esprit. Moi, je suis femme politique camerounaise dans mon activité de terrain. Mais bon, il m'a été donné quelquefois d'aller dans d'autres pays africains aussi, dans mes activités professionnelles. Donc, je peux dire que je connais bien la situation des femmes en Afrique. Donc, souvent, la question, c'est quand je demande qu'on essaye de mobiliser les femmes, les féministes du monde, comme je l'ai fait à Paris en 2007, pour la libération de Simone Gbagbo. La question, c'est toujours, est-ce que tu la connais? Tu la connais d'où? Tu la connais comment? Et je réponds toujours que je ne connais pas physiquement Simone Gbagbo. Je ne l'ai jamais vue, je ne lui ai jamais parlé. Mais j'ai rencontré dans les années 80 son mari Laurent Gbagbo quand il rentrait d'exil. Et donc, il venait présenter les 10 projets, propositions pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc, je lui disais, mais comment peut-il exposer ce régime qui combat et ne pas dire une seule fois qu'il s'agit la nature de ce régime politique et dire qu'il s'agit d'un régime totalitaire. Et donc, Laurent Gbagbo m'a dédicacé son livre en disant à Marie-Louise Eteki, avec l'espoir que ce petit travail servira notre lutte commune contre les totalitarismes. Donc c'est le livre que j'ai mis 2 ans là à publier. Commence par cette dédicace pour dire que bon voilà tout ce que je connais de Laurent Gbagbo et de sa femme. Donc c'est le livre, cette dédicace, elle date de juillet, du 22 juillet 1989. Je crois qu'à ce moment-là, Laurent Gbagbo rentrait de son exil française. Donc, bon, ce livre sur Simone Gbagbo, j'ai mis 2 ans à me battre pour essayer de publier. Ce n'est même pas vraiment un livre, c'est pour raconter ce que nous avions fait en 2016 à Paris pour mobiliser les femmes africaines. Et il y a une magnifique vidéo qui a été tournée à cette occasion et la dame qui tourne la vidéo demande mais comment se fait-il que les autres années, quand on se mobilisait pour Simone Gbagbo, on nous lançait des cailloux et comment se fait-il que cette année il y a plus de pays, des femmes de plusieurs pays. Donc il y avait au moins une dizaine de pays différents en 2016, des femmes qui étaient venues pour dire qu'il faut libérer Simone Gbagbo parce qu'elle n'a fait que son travail. Donc, bon, moi j'ai dit que mon souhait, en essayant d'organiser cette mobilisation autour de la libération de Simone Gbagbo cette année, mon souhait c'était d'avoir un soutien massif. J'espère qu'en tout cas il va être plus massif à la place Lumumba que à la conférence actuellement. Mais je voulais que on essaye d'habituer le monde, l'Afrique, les hommes africains à ne plus avoir peur du leadership des femmes en politique. Voilà c'était ça d'abord l'objectif. Parce que le leadership des femmes fait peur en politique. Donc, et la deuxième question, c'est que quand moi je prétends que Simone Gbagbo est une féministe, que pour mener le combat qu'elle a mené et qu'elle a été condamnée, en fait mon hypothèse c'est qu'elle a été condamnée parce que dans son livre qu'elle a publié, un gros livre de plus de 500 pages qui raconte un peu son itinéraire et son combat, elle dit à la page 106 qu'il fallait en finir avec le totalitarisme. Moi je crois que c'est cette phrase qui a été signé son arrêt de mort et sa condamnation. Donc j'essaie de dire que pour l'instant en Afrique, peut-être il n'y a que les féministes qui peuvent se rendre compte que il ne s'agit pas vraiment de régimes comme on a l'habitude de le dire, des dictatures, des autoritarismes, mais il s'agit d'un régime que les Occidentaux ont bien connu, c'est-à-dire le nazisme, et d'autres ailleurs, le goulag en Union soviétique. Donc je dis toujours que les régimes qu'on a imposés aux États africains, c'est pire que le nazisme et le goulag réunis.
Et donc, Simone Gbagbo, en arrivant au pouvoir en 2000, et pendant 10 ans, a essayé d'en finir avec ce régime politique en Côte d'Ivoire. Évidemment, pour être féministe et bousculer les situations comme celle-là, je pense que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens dans les peuples africains qui y arrivent. La résistance en Afrique a été surtout jusqu'ici une résistance nationale, nationaliste, pour la souveraineté de nos pays, pour l'état de droit et la démocratie. Mais quand on parle de totalitarisme, il s'agit de quelque chose de bien plus terrible. Et donc, c'est à ça que Simone Gbagbo a essayé de s'attaquer pendant 10 ans. Bon, Simone Gbagbo, évidemment, première dame, a donc été au pouvoir. Mais bon, je me pose une deuxième question de savoir pourquoi, parce que son mari perd le pouvoir, on condamne une première dame à 20 ans de prison et à 10 ans de privation de ses droits. Donc, il me semble que ce n'est pas quelque chose de courant, dont là aussi, il y a matière à réfléchir et à débattre, et donc j'aurais bien voulu que on puisse un peu aller en profondeur. Malheureusement, je ne sais pas si on aura le temps. Donc, j'essaie de finir en disant que, en fait, on a la chance que Simone Gbagbo soit une féministe, parce qu'il y a, en tout cas dans ces régimes politiques, 3 choses auxquelles il ne faut pas s'attaquer. Il ne faut pas s'attaquer aux intérêts des multinationales en termes de souveraineté nationale. Il ne faut pas s'attaquer à la nature de ces régimes politiques-là en termes de ces régimes politiques qui assurent en fait la protection des intérêts économiques multinationales occidentales en Afrique. Et la troisième chose, c'est que nos nations ont été saccagées, ont été socialisées depuis 5 siècles en tribus. Donc, nous, on parle des communautés ailleurs, mais nous, en Afrique, on parle des tribus. Donc, si vous voulez rester au pouvoir en Afrique, il faut commencer par admettre non seulement que nous sommes des pays indépendants, même si tout le monde commence à douter de cette indépendance, donc à douter de cette souveraineté, à douter que nous soyons vraiment des États de droit ou des États démocratiques. On espère que la démocratie est arrivée dans les années 90, mais on se rend compte que ce n'est même pas le cas, parce que la démocratie ne se réduit pas à organiser des élections. Donc, bon, moi je me dis, Simone Gbagbo s'est attaquée à ces 3 fondements de ces régimes politiques, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas raté. Mais en tant que femme, nous sommes prêts à la soutenir et nous la soutiendrons jusqu'à la libération, parce qu'en fait, Simone Gbagbo est une féministe et qu'en tant que féministe, elle représente l'autre humanité. Ce n'est pas qu'elle a juste lutté comme n'importe quelle femme aurait lutté dans le monde pour défendre son pays, mais Simone Gbagbo a lutté pour défendre l'autre humanité, c'est-à-dire l'humanité, la façon des femmes d'être des êtres humains. Et donc, je pense que quand on fait la politique comme ça, eh ben, il faut s'attendre au retour de la manivelle, parce que les hommes ne sont pas prêts à abandonner ces pouvoirs-là. Ils sont là depuis en Afrique. Nous les avons vécu depuis 50 ans, mais ils sont en Afrique, ils sont implantés en Afrique depuis bien plus longtemps, depuis plus d'un siècle. Donc, nous disons que l'avenir de l'Afrique, comme l'avenir de la libération de Simone Gbagbo, repose d'abord sur les femmes et sur les organisations de femmes féministes. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de ce petit livre-là, qui est juste une traduction de cette mobilisation-là, que j'espère, comme a dit Louise, que nous allons rester des femmes debout et continuer à réclamer cette libération jusqu'à ce que le monde comprenne qu'il faut libérer Simone Gbagbo. Merci beaucoup. Madame Isabelle Kibassa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Gandou. Et surtout, je voudrais vraiment commencer par remercier déjà de la démarche. Parce qu'elle est très importante. C'est très important de pouvoir mettre la femme au centre des enjeux, finalement. Parce que on utilise souvent la femme, mais on ne se rend même pas compte de son leadership. Mais je pense qu'on en a peur. Voilà. Je suis Anne-Sylvie Niabéi. Je suis président du Maïra International.
Maïra s'occupe de l'éducation, les droits de l'enfant, la femme, la famille et les personnes vulnérables. Gandou, j'ose aussi me joindre aux remerciements de mes collègues ici pour par rapport à cette journée et qui met à l'honneur en fait Madame Babou. Il est vrai qu'il est très rare de pouvoir mettre comme ça en exergue ou mettre en avant, je pourrais dire les leaders, les femmes leaders de l'Afrique, ces femmes qui ont des femmes battantes, des femmes activistes telles que Winnie Mandela, telles que Simone aujourd'hui. Mais on parle beaucoup d'autres femmes de par le monde qu'on met en avant pour leurs actions, parfois même personnelles, et alors que des femmes qui s'épanouissent vraiment dans un environnement, je pourrais dire agressif, ces femmes-là ne sont pas mises à l'honneur, et je pense qu'il est du devoir de la femme africaine, en tout cas de la femme originaire d'Afrique, de pouvoir aussi mettre en avant ces femmes. Oui, il est vrai, j'ai connu Madame Babo, je l'ai connue, je pourrais dire personnellement. Madame Regina Mukondola, vous avez la parole. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I can't say much, but I will add to what the voice of my colleagues that they've already spoken here, and we are all fighting for the same thing. Like them, except Madame Mandela, I've never met Madame Bagbo, and but I'm here to support her work. This is a woman who is a militant. This is a woman we all know, but we haven't seen. A woman doesn't need to see another woman to support a fellow woman. We need to support them wherever they are. Qu'est-ce qu'une Camerounaise comme moi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perception du Congo? Mais je ne sais pas si aujourd'hui les Camerounaises de votre génération, je ne sais pas s'ils savent ce qui se passe au Congo, hein. Mais nous, de notre génération, on avait l'avantage quand même que on avait cette formation politique qu'on avait dans nos syndicats d'étudiants. Et puis ensuite, je suis arrivée à Paris, j'ai habité à Antony, et puis on avait le boulevard Jourdan où il y avait la Maison d'Afrique. Donc on avait la possibilité là de rencontrer des Africains de tous les pays, on avait des conférences, donc on pouvait savoir éventuellement ce qui se passait d'un pays à l'autre, quoi. Et c'est là qu'on a appris donc toute l'histoire de Lumumba au Congo. Je dois dire que tout ce que les Africains ont retenu de cette période de l'histoire du Congo, en dehors des gens militants comme nous, c'était vraiment le fameux disque Indépendance Tcha-Tcha. Vous connaissez ça? Oui. Oui, parce que on avait mis ça, je crois, le jour-là aussi à l'ULB. On avait mis, on avait joué ça ou on avait mis ça, je me souviens. Donc, c'était pour dire que pour nous, on aimait bien cette chanson parce que non seulement ça participait de la tradition de la musique congolaise, mais parce que pour nous, ça voulait aussi dire une fausse indépendance, hein. Mais pour nous, Camerounais, il y a eu au Cameroun un génocide aussi, hein, avec Oumyobé qui a été assassiné, et tous les leaders de cette génération ont été vraiment exterminés. Et la plupart ont pu trouver refuge, certains en Algérie, d'autres en Guinée, qu'on a pris avec Sékou Touré. Et bon, on avait aussi en tête l'histoire du Ghana avec donc le fameux panafricanisme avec Nkrumah et tout ça. Donc ça c'est vraiment notre génération. Et avant qu'on arrive à la vôtre, c'est-à-dire avec quelqu'un comme Thomas Sankara et tout ce qui s'est passé dans les années 80. Donc quand on dit à un Camerounais de ma génération la place du Congo dans les luttes panafricaines, on ne sait pas trop de quoi on doit parler. Mais quand on dit quelle place devrait occuper le Congo, bon là évidemment ça nous plonge en plein dans toute notre lutte, dans notre militantisme pour dire que bon,
l'Afrique ne nous appartient pas plus au Cameroun qu'au Congo. Hein. Donc, comme on n'avait ni information, ni savoir exactement ce qui se passe, ni on voit seulement à la télé de temps en temps et maintenant sur les réseaux sociaux des événements, on a vu toute la période de Mobutu, on a vu ensuite Kabila, tout le monde pensait que c'était un nationalisme, et après on a dit que non, ça n'était plus, finalement on l'a assassiné aussi, et puis on a mis son fils en disant est-ce que c'est son fils qui l'a assassiné, on ne sait pas trop tout ça, et jusqu'aujourd'hui, donc on a un nouveau président là-bas au Congo. Mais l'histoire de l'Afrique, c'est comme si c'était juste l'histoire des présidents. Hein. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Et c'est un peu le problème que nous, on a au Cameroun. Parce que, par exemple, la guerre pour l'indépendance au Cameroun avec le génocide qu'il y a eu, et moi, j'analyse ça ici pour vraiment, dans ces livres-là, pour dire c'est vraiment un régime totalitaire, hein, avec les massacres, et que moi, je continue à interpréter même les États post-indépendance comme des totalitarismes, avec des camps de concentration qui nous tiennent lieu de prison politique. La place que le Congo devrait occuper, on ne sait pas trop, hein. On connaît la place qu'ont occupée, comme je vous ai dit, des pays comme l'Algérie, la Guinée de Sékou Touré, qui ont reçu beaucoup de gens du Cameroun qui étaient vraiment pourchassés par le régime colonial et ensuite par le régime de l'État post-colonial. Mais le Congo, on ne sait pas trop. Hein. Et donc, moi, j'ai envie de dire, la place que le Congo devrait occuper, nous la découvrons sur le tard. Quand, avec Cheikh Anta Diop, par exemple, on découvre que le Congo, c'est un des plus grands pays d'Afrique et qu'il y a toutes sortes de richesses dans ce pays qui pourraient résoudre, rien que les richesses du Congo pourraient résoudre les problèmes de tout le continent africain. Donc, quelle place il devrait occuper? Mais il devrait occuper la place centrale qui est que c'est un grand pays avec des richesses dans tous les domaines, mais ce n'est pas le cas. Donc, la place que le Congo occupe aujourd'hui, moi j'ai des écrits, des gens qui disent ça, c'est plus un livreur de matières premières à l'économie mondiale. Hein. Donc, il livre toutes sortes de matières premières, des minerais qui sont indispensables à cette économie mondiale. Donc pour moi, ou en tout cas à ma connaissance et pour quelqu'un comme moi, le Congo reste un pays sous domination de l'Occident qui exploite ses ressources minières à travers ces grandes multinationales. Hein. Et que si le Congo se libérait, peut-être alors, comme je disais, ce serait peut-être, on pourrait peut-être envisager que le Congo puisse être une solution à beaucoup de problèmes africains. Mais on a vu que chaque fois en Afrique que les dirigeants essaient de s'occuper des intérêts de leur peuple, ils sont assassinés. Donc, les grandes multinationales continuent à exploiter le Congo dans l'intérêt de l'Occident et dans l'intérêt de leur peuple. Hein. Et que les Congolais, là-dessus, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Tout est organisé pour qu'ils se fassent des guerres entre eux, qu'ils s'entretuent. Et même quand il y a des rébellions ou des gens qui essaient de se rebeller, on les massacre. Et vous savez qu'on a été jusqu'à aller donner un prix Nobel de la paix, le fameux docteur réparateur des femmes. Hein, donc, moi, j'aurais préféré quand même qu'on donne le prix Nobel de la paix parce qu'il y a une vraie paix, pas parce qu'on se sert des femmes comme armes de guerre, et en les violant et en les massacrant au propre et au figuré. Par rapport à tout ce qui se passe au Congo, moi, je ne vois pas actuellement que le Congo ait d'un recours quelconque pour un autre pays africain. Hein. C'est surtout pas le Cameroun, en tout cas pas à ma connaissance. Mais les populations de ces deux pays, en fait, hein, parce que le Cameroun est aussi en guerre depuis 3 ou 4 ans, mais bien avant la question,
des anglophones, il y a toujours eu tous les 5 ans, tous les 10 ans, on nous invente une guerre quand c'est pas le terrorisme pour pouvoir exterminer les gens et tout ça. Donc, s'il y a la guerre au Congo, à l'est du Congo, eh bien, au Cameroun, c'est aussi des situations de guerre. Alors, le problème de savoir comment le panafricanisme pourrait mettre fin à ce genre de guerre, ben, je ne vois pas. Parce que le conflit auquel le panafricanisme devrait mettre fin, à mon avis, c'est l'exploitation et la domination occidentale qu'on a évoquée tout à l'heure. Et c'est sûr que si cette exploitation et cette domination cessaient, les sous-conflits, soit entre les États africains, soit à l'intérieur même des Africains, peut-être qu'il y en aurait moins et peut-être qu'ils seraient moins meurtriers. Parce que le problème, c'est que ces sous-conflits permettent de détourner l'attention du monde et des populations même concernées de l'exploitation économique des pays par les Occidentaux. Donc, moi, je sais, depuis que le problème s'est posé au Cameroun, c'est comme si c'est pas les Camerounais qui peuvent trouver une solution à ce problème. Donc, la solution doit nécessairement venir des vrais gens, enfin, des vraies personnes qui contrôlent le pays, c'est-à-dire les multinationales françaises avec les gouvernements de l'Union européenne. Et les multinationales belges, hein, parce qu'ils sont tous, c'est ça qui est incroyable, qu'un petit pays comme la Belgique a réussi à dominer un des plus grands pays d'Afrique. Mais c'est parce que, bon, ils s'entendent entre eux pour pouvoir gérer ça comme ça. Parce que on peut penser que ce n'est pas seulement, la richesse du Congo n'a pas seulement servi à construire les monuments du Congo. Hein. Pourquoi la capitale européenne se trouve à Bruxelles? C'est peut-être les choses qui permettent à un pays comme la Belgique de négocier en disant je veux la capitale économique ici, si vous voulez participer à l'exploitation à la distribution et à la répartition des richesses du Congo. Et surtout que maintenant, les Américains aussi veulent leur part là-dedans. Hein. Donc, on n'est pas prêt de sortir ni des guerres interafricaines, ni de cette exploitation-là. Et ce n'est pas l'Union africaine qui nous sortirait de là, puisque l'Union africaine elle-même, elle est à la solde de ces États fantoches. Alors, bon, l'Union européenne, elle obéit au doigt et à l'œil, elle fait ce qu'on lui dit. Donc, c'est pas elle qui va arrêter les guerres. Et étant donné que les États même concernés n'ont ni souveraineté, ni ce n'est pas des démocraties. Et donc, bon, donc, je ne vois pas comment on pourrait sortir de ces conflits. Nous, les gens de ma génération, hein, depuis les indépendances camerounaises, ça fait quand même 60 ans de résistance. Et ce mouvement de résistance, il existe. Mais qu'est-ce que vous voulez que on fasse? La seule personne qui a jamais envisagé d'essayer de résoudre les problèmes au niveau de l'Afrique, c'est Kadhafi. Bon, non seulement parce que chez lui, il avait réussi à avoir un certain niveau de développement, en tout cas une sorte d'État-providence hein, qui n'existait nulle part en Afrique, mais les choses fonctionnaient chez lui, mais tout le monde trouvait que c'était un dictateur. Mais il a quand même réussi à nous donner un satellite. Peut-être que s'il n'y avait pas eu Kadhafi et ce satellite, on n'aurait pas les communications téléphoniques comme tout le monde entier actuellement. Il nous aurait dit que c'est trop cher en Afrique, on ne peut pas les avoir. Donc Kadhafi, il a été assassiné évidemment, mais il nous a quand même donné ces satellites-là. Et le problème, c'est que en même temps, il a mis en place une véritable, il voulait mettre en place une véritable banque pour financer l'économie africaine. Ça, c'est du panafricanisme. Et puis, bon, mettre en place une véritable banque, ça voulait dire aussi qu'on sort du franc CFA. Et là, ça n'a pas pardonné, on l'a assassiné. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas de panafricanisme qui peut nous sortir des situations actuelles, que ce soit de conflits, de sous-développement, de domination. Il n'y a pas de panafricanisme parce que le panafricanisme est resté un idéal de fonctionnement de l'Afrique.
moderne et une Afrique qui retrouverait ses anciens royaumes ou ses anciennes grosses entités, non plus ces États qui ont dépecé l'Afrique en 54 États et à l'intérieur de chaque État, une tribu, 200, 300 tribus qu'on organise, dont on organise les guerres fratricides régulièrement. Et moi, je dis, il faut savoir aussi que le génocide du Rwanda a à voir avec le Congo, hein, parce que, si la guerre continue jusqu'aujourd'hui à l'est du Congo, et si aujourd'hui on voit comment Kagame est devenu la référence, c'est peut-être parce que non seulement les Occidentaux ont mauvaise conscience, s'ils ont une conscience, ils ont une mauvaise conscience d'avoir massacré les Rwandais en faisant croire que c'était une guerre fratricide entre les Rwandais. Et donc maintenant, leur problème, c'est de faire du Rwanda une deuxième Côte d'Ivoire. Tu sais que dans les années 70-80, la Côte d'Ivoire était la référence de la réussite du développement selon la France en Afrique. Avant que Gbagbo essaye de négocier un pourcentage d'exploitation, au moins du pétrole pour les Ivoiriens, c'est pour ça qu'on l'a dégommé. Et on a dit, écoute, on veut bien te soutenir comme socialiste, mais là, tu touches pas au franc CFA et tu touches pas au pétrole. Tout ça, c'est pour nous. Donc, Gbagbo a été envoyé à la CPI pour ça. Et sa femme en camp de concentration en Côte d'Ivoire pendant 8 ans. C'est Odile Topner. Tu sais qui est Odile Topner? La femme de Congo Betty, hein, qui disait, elle gère toujours l'association sur lui. Elle disait que en comptabilité, parce que quand on dit quel est le bilan d'un pays comme le Congo ou comme Bia, on dit toujours le bilan est globalement positif. Et Odile Topner disait qu'en comptabilité, un bilan, il est positif ou il est négatif, ou il n'y a pas de globalement. Donc voilà, donc moi c'est ce que je peux dire, que le bilan de ces deux pays, en tout cas pour le Cameroun que je connais bien, le bilan est vraiment négatif sur tous les points il n'y a pas une seule chose, un seul problème en 60 ans de régime politique qu'on a réussi à résoudre au Cameroun. Je suppose que au Congo, on peut dire que la dernière passation de pouvoir, c'est pas trop fait sur le mot tragique, puisque c'était deux amis, hein. Donc on peut dire que la guerre est permanente dans ces deux pays, malgré, comme je disais tout à l'heure, le Nobel de la paix et Biya, pas plus que le président actuel du Congo, ne sont pas en mesure d'essayer de négocier, même d'essayer de revoir un petit pourcentage pour leur peuple dans le cadre des accords, les fameux accords économiques qui sont des accords secrets, hein. Pour revenir à la question pour revenir au premier chapitre du livre sur l'ascension de Mobutu, je peux dire seulement que après l'assassinat de Umyobé et de Lumumba, les Occidentaux ont avalé les couleuvres, hein. Et il a fallu mettre en place donc des mécanismes pour protéger un pays comme le Congo et le Cameroun. D'abord, ils nous ont protégés du communisme, c'est ce qu'ils disaient, hein. Et ici, on disait que ça aurait été un désastre si la Belgique avait renoncé au Congo. Donc vous voyez qu'on est parti pour être sous cette domination-là in vitam aeternam. Nous, on a essayé, une autre génération, on n'a pas vraiment fait bouger les lignes. Disons qu'on a réussi quand même à faire descendre le débat comme sur le débat sur le franc CFA dans la rue. Et donc là, même là, ils cherchent encore à trouver des faux semblants. Donc le dossier de Mobutu, le pape l'a clos. Donc ce n'est plus même à l'ordre du jour de se demander ce qui s'est vraiment passé au Congo sous Mobutu. Bon, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'aller consacrer Nelson Mandela, le plus grand sage des temps modernes.
Donc l'Afrique reste un bien commun de l'humanité et l'Occident ne se sent même pas obligé en contrepartie d'ouvrir ses frontières à la jeunesse africaine. Et cette femme-là est née avec l'engagement politique. Son père a fait de la politique, Otabela Hubert, que c'est un connu. Et elle dit qu'elle fait la politique depuis l'âge de 7 ans. En fait, elle a une politique de droite et de gauche. C'est une bourgeoise, parce que son père était quand même personnalité dans ce pays. Elle passait des heures à discuter politique avec mon père, notre père, Hubert Otabela. Et je pense que c'est de là que vient... c'est pas pour rien qu'elle a fait des études de sciences politiques. Est-ce que Madame Eteki est intellectuellement inférieure à la femme qui dirige le Brésil? Est-ce qu'elle est intellectuellement inférieure à celle qui dirige l'Argentine? Est-ce que le Chili, elle est intellectuellement inférieure? Est-ce que la chancelière d'Allemagne, qui fait de très très bons résultats, est supérieure à Madame Eteki en intelligence? Non, moi je ne crois pas. C'est une femme qui est très intelligente. Elle est très intelligente, elle est courageuse, elle est son esprit et sa tête bouillonnent d'idées, mais encore faut-il que dans un contexte comme le nôtre, qu'elle puisse s'exprimer. Si elle a fait des études politiques, c'est parce que quelque part elle savait que son combat pour les femmes, la justice pour les femmes, ce sont des choses essentielles et des choses importantes dans sa vie. Et d'ailleurs, ce que les gens ignorent, ce que les femmes ne savent pas dans ce pays, c'est que les femmes ne pouvaient pas sortir du Cameroun sans l'autorisation de leur mari, et beaucoup ignorent que Marie-Louise est à la base de cela. Et l'amour pour elle, c'est un sentiment fondamental. Pas l'amour chrétien, mais l'amour vraiment en tout point de vue, donc forcément chrétien. Elle est très sévère, mais elle pardonne tout. Elle est partiale parce que quand elle aime les gens, elle aime les Camerounais, elle aime les Noirs, elle aime les Africains. Elle devient presque injuste tellement elle est passionnée. Elle ne supporte pas la misère, c'est-à-dire la misère de l'âme, de l'esprit. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut être sale, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut être voleur, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut n'avoir pas telle ou telle vertu. Et c'est une femme généreuse. Ça veut dire qu'elle ne tolère rien, mais pardonne tout. Déjà, moi, le premier, bon, je ne sais pas comment j'ai fonctionné pendant ces 50 ans, mais ça n'a pas toujours été facile. Mais ses enfants, c'est pareil. Elle est sévère, elle a un garçon et 2 filles qui sont comme tous les jeunes, ils draguent, ils sortent, ils font un tas de choses. Mais elle est presque comme un curé, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas... Bon, et moi c'est l'inverse, elle laisse tranquille. Ça fait un peu l'équilibre. J'ai dit que c'est une personne très intelligente, c'est une personne très courageuse, c'est une personne qui est très fidèle en amitié. Son expression favorite, elle dit qu'elle a toujours dit que elle pense que les femmes peuvent faire la politique autrement. Mm-hmm.